bien oui, il est 17h, HTV Live. Merci à vous tous, bienvenue, HTV Live quelque part en Occitanie. Cette semaine, c'est mercredi et le mercredi, on dit Myriam, on dit BBQ, on a notre spécialiste Sébastien Pernin qui est revenu cette semaine. Il va nous emmener du côté de Perpignan, du côté de Nantes, du côté de Gruissant et de je ne sais plus, Bouligues. Sébastien, est-ce que tu es bien là? Je suis bien là, il n'y a pas de souci. Alors je vous propose, pour commencer, de donner la parole à Véronique qui va nous faire une petite chronique sur nos invités. Bonjour, bonjour Seb, bonjour Willy et merci à tous d'être rendez-vous gourmand de la table de Seb. Seb, cuisinier et chef barbecue avec une cuisine de terroir qui fait toujours un crochet dans les îles dont il chérit les parfums et qui donne à ses plats de l'entrée au dessert un relief incomparable, reçoit aujourd'hui 3 invités qui vont vous passionner à plus d'un titre. Je commencerai par vous parler de la fourchette. Et oui, littéralement, petite fourche. C'est un ustensile de cuisine qui sert à porter les aliments à la bouche sans avoir à les prendre avec les doigts, au cas où vous ne seriez pas au courant. De longues fourchettes existent dans la Rome antique. Et les fourchettes actuelles sont apparues dans l'Empire byzantin. Elles étaient considérées comme un raffinement excessif par l'ecclésiastique Pierre Damien, que personnellement je n'ai pas connu. L'ustensile a du mal à s'imposer. En Italie, il sert à l'origine exclusivement à la consommation des pâtes. Présentes sur les tables du Moyen-Âge, elles sont peu utilisées. À la Renaissance, elles n'ont pas plus de succès. Elle ne sera adoptée avec régularité que lentement. Au départ, il s'agit d'une marque d'excentricité. On pique l'aliment, puis on le prend avec les doigts pour le porter à la bouche. La fourchette fait peur. C'est le port de la fraise, un col de lingerie poussé, qui va mettre en évidence l'usage de la fourchette, bien pratique pour ne pas se tâcher. L'ustensile a donc mis des siècles avant de devenir un indispensable de quasiment toutes les tables. On pourrait croire que la fourchette est arrivée au XXIe siècle à un stade abouti. C'est sans compter avec l'ingéniosité et le talent d'une femme, Christine Papin, qui invente le trident, avec un S et non pas un T comme celui de Neptune. Cette imposante fourchette à 3 dents tranche autant qu'elle saisit et devient le nec plus ultra du barbecue, entre autres. Sa conceptrice est avec nous pour nous en parler. S'il y a un avantage au confinement, c'est bien celui de laisser la nature reprendre ses droits. Une qui ne peut pas s'en plaindre, c'est Catherine Cantanzano. Amoureuse de sa Méditerranée, elle bat la campagne pour en récolter les plantes sauvages pour leur saveur et leur propriété, et les destine soit au soin, soit à la gourmandise. Catherine, dans ses ateliers des chefs de taux, comme l'étang, n'a de cesse d'inventer, de créer, de surprendre. Elle transforme l'huître, que nous avons l'habitude de gober sans fioriture, avec raffinement et créativité, et nous livrera une de ses recettes en live. Et pour conclure, quoi de mieux que des desserts? Les sortilèges gourmands, un énoncé qui en dit long sur les 1001 tours que le pâtissier a dans son sac à gourmandise, demi-finaliste de la saison 5 du meilleur pâtissier sur M6 en 2007, Chris, à la suite de cette expérience culinaire et médiatique, monte son entreprise. Et depuis, il est partout. Dans sa pâtisserie, avec des tutos sur YouTube, sur Facebook, mais aussi dans sa cuisine, où il ne manque pas de pâtisser des gâteaux gourmands pour les anniversaires familiaux. Et voilà, c'est parti pour un sacré coup de fourchette, de l'entrée au dessert. Seb, je te rends la parole. Eh bien, super comme d'habitude, la petite présentation, j'adore. Donc, on va commencer cette semaine par une petite recette, et pour une fois, c'est pas moi qui vais travailler. C'est vrai que c'est assez rare, mais j'ai une personne de mes invités qui s'est proposé de faire une petite recette, et il me semble des nems avec des huîtres et des plantes sauvages. Je me trompe? Non, c'est ça, c'est tout à fait ça.
Alors, je te propose de parler déjà un petit peu de toi, et puis après de commencer cette recette, je ferai ça quoi. Ok. Alors donc, je m'appelle Catherine, on m'appelle Cathy, plus facile, et je fais partie donc avec ma fille d'une petite auto-entreprise qui s'appelle Chef de Taux. Chef de Taux, ça a été un challenge de transformer les huîtres, car il y a eu quelques années de cela, une forte production de grosses huîtres a fait chuter le prix, et du coup, c'était un peu problématique pour les ostréiculteurs. Et comme en plus, on avait un restaurant sur Bouzigues et qu'une personne sur deux n'aimait pas le saut-coquillage, on s'est donné pour challenge de faire aimer les huîtres d'une autre façon et par la même occasion de pouvoir vendre cette production qui était une production que personne ne voulait. Donc, avec les huîtres, je rajoute par la même occasion parfois des plantes sauvages, puisque en parallèle, j'essaye de sensibiliser les gens à la nature, pour leur expliquer que la nature est là pour nous nourrir et surtout aussi pour nous soigner. Il est inutile d'aller courir les pharmacies et prendre 50 000 médicaments quand souvent, et on l'a dans son jardin ou à portée de main. Donc mangeons sainement, mangeons naturel, mangeons végétal, et puis je pense qu'on arrivera à passer tous ces petits soucis souvent que nous avons et qui permettront donc aussi de permettre de résister à tous ces virus. Et alors, qu'est-ce que tu as prévu de nous faire comme recette aujourd'hui, Catherine? Alors là, j'ai prévu de faire un nem qui sera aux huîtres et aux plantains ainsi qu'aux blettes sauvages. Alors ce nem-là, je l'ai déjà un petit peu préparé en avance, donc je peux montrer peut-être ce que j'ai fait. Voilà. Montre-nous. Dans une casserole, dans une poêle, donc j'ai mis des huîtres que j'ai pochées. Alors voilà comment sont les huîtres qui sont pochées. Alors, attends, Catherine, j'ai une petite question parce que tu es à Bouzigues, on est bien d'accord, Bouzigues avec sa fameuse fête de l'huître, mais les Bouziguois, ils mangent pas d'huître ou quoi? Les Bouziguois, pardon, ils mangent pas d'huître? C'est marrant parce que je connais beaucoup d'ostréiculteurs et j'en connais pas mal qui n'aiment pas le coquillage parce que, bon, mais des fois c'est une question de goût, des fois aussi c'est parce que peut-être le fait d'être dans la profession, on n'en mange pas, c'est comme de tout, hein, voilà. Je connais aussi des pâtissiers, des fois, qui ne mangent pas forcément des gâteaux. Après, c'est vrai que les gens qui viennent sur Bouzigues, il y en a toujours dans une famille au moins un qui ne mange pas de coquillage. Soit parce qu'il n'a jamais voulu goûter du fait que ça le répugnait de voir l'odeur, la couleur, la texture du coquillage, soit parce qu'effectivement, ils avaient de l'appréhension. Alors c'est complètement stupide quand on sait que l'huître a très peu de calories déjà. En plus, elle est riche en vitamines, en micronutriments, c'est plein de magnésium. C'est vraiment très bon pour la santé, ça a beaucoup de propriétés et en plus, en fait, c'est aphrodisiaque. Alors c'est vrai que là, on est un peu confiné, donc allez-y mollo parce que... Juste une petite pour nos amis internautes, je rappelle qu'ils peuvent nous poser des questions sur le Facebook de HTV Le Live, c'est Brigitte qui s'en occupe, et qu'on précise que la connexion que tu as n'est pas une très très bonne connexion, mais on arrive à te voir et à t'entendre, puisque la 4G à Bouzigues, il n'y en a pas, il y en a très peu, on ne connaît pas. Pardon? Le 4G, on ne connaît pas, à Bouzigues. En fait, moi je ne suis pas dans le village, je suis à l'extérieur du village. Voilà pourquoi. Alors, on va continuer sur ta recette. Donc, tu nous as montré dans une poêle, tu peux nous montrer, nous dire ce qu'il y avait dedans? Oui, voilà. Alors, je vais vous montrer déjà voilà. Ça, ce sont les blettes sauvages que j'ai ramassées. Des quoi? Donc, c'est une plante des blettes sauvages. D'accord. Voilà, c'est une plante qu'on trouve de partout. Elle est dans les sur les bords des chemins, dans les friches, un peu de partout, dans les prés. Et ensuite, j'ai ramassé du plantain. Voilà comment c'est le plantain. On en voit partout aussi, sur les bords des chemins, dans les jardins. Ça pousse de partout. Ce sont deux plantes qui sont aussi très bonnes pour la santé. Elles ont des propriétés médicinales. Elles sont anti-inflammatoires. Elles permettent donc éoliantes. Elles permettent aussi de soigner les bronchites. Et elles peuvent même, en externe, de pouvoir enlever les croûtes de lit pour les enfants ou pour les mycoses, pour les ulcères, etc. Donc, moi, ce que j'ai fait cuire les blettes avec le plantain dans de l'eau. Je les ai égouttées, je les ai hachées. Ensuite, j'ai fait
une chinoise. Voilà. Bon, ben, alors, on peut assaisonner, on peut rajouter un petit peu, si on veut, de sel, si on peut faire plus salé, mais l'huître est assez salée, donc c'est pas la peine d'en rajouter plus. Donc, on peut mettre un peu de poivre si on veut, mais on peut le laisser tel quel. Ensuite, on prend une feuille de brique, tout simplement. Tu ne vas peut-être pas nous dévoiler tout de suite la totalité de la recette, parce que tu vas intervenir plusieurs fois, et je sais que dès qu'on te lance, tu ne peux plus t'arrêter. Donc, on fait une petite pause avec Catherine. On va retrouver Sébastien, ton deuxième invité, qui est pas des moindres, lui aussi, quelqu'un, c'est un personnage, quoi. Ah, c'est un personnage que je connais depuis quelques années, et j'ai une anecdote sur lui. Depuis le lycée hôtelier, il va rigoler parce qu'il a tout de suite compris l'anecdote, j'ai une malédiction pour le caramel. J'ai jamais réussi depuis le lycée hôtelier à faire un caramel, il est toujours loupé. Et on en a discuté pour l'émission, et il me dit, bah, t'as déjà essayé ça, t'as déjà mis du citron, t'as déjà mis ça. Et il m'a donné une technique et j'ai dit, moi je vais tenter. Et grâce à lui, j'ai enfin ma malédiction qui est terminée. Et après ces quelques mots, je passe vraiment la parole à Chris, que je remercie pour la fin de cette malédiction. Salut Chris. Salut à tous, salut Sébastien. Alors je rappelle que Chris Papin, non pardon, je me suis encore trompé, Chris, candidat à l'émission du meilleur pâtissier de M6, c'était en 2016. Ma première petite question, c'est vrai que vous vous ressemblez un petit peu avec Seb, sauf que toi tu as une barbe structurée et que Seb il a une barbe bordélique. C'est ça, oui. Moi je suis beau gosse, J'ai quand même une image à défendre, je fais de la pâtisserie plutôt haut de gamme, il faut quand même que je prenne soin de mon apparence un minimum. Alors Chris, on va parler de toi, bien sûr, période de confinement, mais juste, moi j'avais une question à te poser, c'est qu'en 2016, tu participes au meilleur pâtissier sur M6. Est-ce que à l'issue de l'émission, ça a changé quelque chose pour toi, réellement ou concrètement? Parce que je pense que tu t'es fait éliminer en 2016. Alors oui, bah, je suis parti en demi-finale, donc ça a quand même été une belle aventure pour moi, et ça a tout changé, puisque moi je faisais pas du tout ça, j'étais complètement dans autre chose, mais j'avais envie de me reconvertir depuis un petit moment. C'est pas forcément évident quand on vient de nulle part, et c'est vrai que l'émission a été un très bon tremplin pour me reconvertir et faire de cette passion mon nouveau métier. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte en plus une fois qu'on a fini l'émission, qu'on rentre à la maison? On a un peu la grosse tête, même si on n'a pas été en finale, où on redescend très bien sur Terre, et puis on se dit, bon ça y est, je tourne la page, je passe à autre chose, ou je me sers de cette pseudo-célébrité, parce que je suppose que tu as dû signer quelques autographes quand même. Comment on le vit réellement? Bah écoute, ça dépend des gens en fait. Moi j'y suis allé dans l'optique de m'amuser, donc je pense pas avoir pris la grosse tête. En tout cas quand j'en ai discuté avec mes proches, ça s'est plutôt bien passé. Effectivement, on signe pas mal d'autographes, on fait pas mal de selfies, et on n'est pas forcément préparé à tout ça, parce que quand on sort d'une émission comme ça qui a été en prime time sur M6, on se retrouve vraiment dans la peau entre guillemets d'une star. Alors ça va pas durer bien longtemps, ça il faut en avoir conscience, et j'en avais conscience. Mais c'est quelque chose d'un petit peu inattendu et d'assez exceptionnel à vivre. D'accord, alors on va parler de ton actualité, même si l'actualité de tout le monde est bouleversée aujourd'hui, un confinement oblige. Tu voulais nous parler, puisque je sais en tout cas que tu prépares le salon du chocolat de Perpignan. Dis-nous tout. Absolument. J'essaye de ramener le salon du chocolat à Perpignan, parce qu'il n'a pas eu lieu depuis de trop nombreuses années. Et le salon du chocolat, c'est un événement qui rassemble les gens, c'est un événement qui fait du bien, qui apporte du baume au cœur, où on va en famille. C'est toujours bien accueilli par le public, et Perpignan est quand même une ville avec son agglomération d'une certaine importance, et elle a le droit à un beau salon du chocolat, donc j'y travaille d'arrache-pied. Et aussi, tu nous prépares une ouverture d'un futur restaurant, je crois, non? Alors non, pas un restaurant, mais une boutique tournée vers la chocolaterie et la pâtisserie, puisque le chocolat, c'est ma deuxième grande passion avec la pâtisserie. Donc je suis installé à Perpignan depuis maintenant 2 ans, mais j'avais pas ouvert de boutique, c'était une volonté, et puis là j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai envie de renouer le contact avec la clientèle, avec le public, autrement que sur les salons du chocolat auxquels je participe. Et donc je prévois l'ouverture de cette boutique, si tout va bien, pour le 2e semestre. D'accord, parfait. Alors, petite question discrète, on va dire. Comment tu as connu Seb? Comment j'ai connu Seb? J'ai connu Seb au salon du chocolat de Gruissant.
où je venais, et il avait une employée à l'époque qui est venue me voir sur le salon et qui m'a dit, écoutez, il adorerait vous rencontrer, mais il n'osera jamais venir vous voir. Il me propose de vous inviter à manger un burger ce soir. J'ai dit, bah écoutez, c'est super sympa, moi en plus je suis fan de burgers, je ne savais pas où aller, donc on y a été et on a sympathisé avec Seb. Parfait. Et vas-y, c'est juste un petit truc, et pour conclure, il est revenu, donc il est une première fois, et était venu le lendemain ou sur le lendemain avec toute l'équipe justement du salon du chocolat, donc ils m'ont rempli quasiment tout le restaurant. Ah, ça c'est plutôt sympa ça. C'est ça. J'ai fait goûter son premier hamburger à monsieur Michael Azouz, qui a été le premier champion du monde de la Coupe du Monde de pâtisserie, à l'époque où elle a été créée, et il avait 73 ans, c'était la première fois qu'il mangeait un burger, et il a accepté parce que je lui ai vanté les mérites, et parce que je lui ai dit qu'ils étaient excellents, et Seb avait fait un gros effort, en plus il avait créé un pain au cacao, enfin un burger vraiment dédié au salon, donc tout le monde a joué le jeu, et c'est vrai qu'on a envahi son restaurant. Parfait, on viendra bien sûr te rechercher un petit peu plus tard. Sébastien, ta troisième invitée. Alors, ma troisième invitée, on va retourner un peu dans le thème du barbecue. J'allais le dire. Pas que, voilà. Il faut toujours une pointe de barbecue dans l'émission, on va dire. Et en fait, elle a créé une fourchette que j'ai... une fourche, voilà, pour découper les aliments, que j'ai eu en main. Bon, je ne l'ai pas encore à la maison, mais je l'ai eu en main. Et c'est vrai, on voit que c'est pas un gadget. Alors, je ne sais pas combien qu'elle pèse exactement, mais on est surpris quand on la prend. Qui ça? Son poids et vraiment la façon de tenir. Donc, Corinne, je voudrais savoir juste le poids déjà de cette fourche. La fourchette Tridence pèse 550 grammes d'inox massif. Alors, on va parler. C'est une pièce qui est lourde. C'est une pièce de fonderie. Donc, on l'a fait réaliser dans la première fonderie inox de France, qui est la fonderie Novac à côté de Rennes. Nous, on est de la région nantaise. Donc, tout est fabriqué dans un rayon de 80 km autour de Nantes. Alors, Christine, on va retourner au début. Hein, ça veut dire que Bien sûr. on ne te connaît pas. Tu es donc de Nantes, où je pense qu'il fait beau ou il pleut? Il fait très très beau à l'heure actuelle. Incroyable, incroyable. Et la température remonte. Donc, présente-toi aux gens, parce que s'ils ne te connaissent pas, c'est bien de savoir un petit peu. Ça fait 2 ans que tu as monté cette structure avec ton mari comme associé. Dis-nous un petit peu plus avant de nous montrer ce fameux objet. Exactement. Donc, je suis Christine Papin, je suis la cofondatrice de Tridence. Et donc, on a démarré la commercialisation de la fourchette Tridence il y a 2 ans du mois d'avril. Donc, voilà, on est à la date anniversaire. Et en 2 ans, on est rendu à une centaine de magasins qui distribuent notre fourchette en France et à l'étranger, donc en Europe et jusqu'au Japon, par exemple. Voilà, où on peut trouver notre produit. D'accord, donc c'est un produit qui marche bien quand même alors. Qui s'exporte, oui, qui marche bien en France et au-delà, exactement. Pour les aficionados du barbecue, mais pas uniquement, puisque ça fonctionne avec toutes les grosses pièces qui peuvent cuire au four. Donc voilà, il ne faut pas la ramener uniquement au barbecue, puisqu'elle peut aller avec toutes les grosses pièces de viande. Mais c'est vous qui avez eu l'idée, ou c'est une idée qui a été repiquée de quelque part pour être amenée en France et être fabriquée 100% made in France? Alors, on a adapté un produit qu'on retrouve en Amérique latine, entre autres, qui sert à maintenir les grosses pièces de viande et qui a cette forme de poignée. Et donc, nous, par les codes du design, donc on a fait appel à un designer nantais, on a adapté cette fourchette à nos usages ici en Europe, principalement, et pour en faire une pièce sobre et élégante, qui aille avec nos modes de consommation ici en Europe. D'accord, alors on va parler, tu nous feras voir un petit peu après, en baissant légèrement ton écran, comment ça se passe, comment on l'utilise, puis peut-être qu'on pourra dire aussi combien ça coûte. Exactement. Et puis où les gens peuvent le commander, s'il y a un site internet, s'il y a tout ça, mais tout ça on verra ça un tout petit peu plus tard. Je vais voir mon ami collègue Véronique. Véronique, as-tu quelques questions pour nos invités d'aujourd'hui? Eh bien oui, j'ai d'abord une question pour Chris, parce que Chris, je dois t'avouer que je suis fan
des concours culinaires télévisuels hein, que je suis avec beaucoup d'attention. Et je me suis toujours demandé si c'était le meilleur pâtissier, par exemple, si c'était des concours qui étaient vraiment clean, si toutes les règles du jeu étaient respectées, on n'arrange pas un peu la réalité, etc. Comment ça se passe? Bah écoute, non, ça se passe, alors évidemment ça se passe pas comme on le voit dans l'émission, puisque l'émission elle est montée, il y a quand même 13 caméras sur le plateau, donc il y a énormément d'heures qui sont filmées pour arriver à faire une émission d'environ 2 heures à la fin. Mais non, les temps sont respectés à quelques minutes près, j'ai envie de te dire, allez, à 5 minutes près, on est vraiment dans les temps chronométrés qui sont annoncés, et non, c'est vraiment une belle expérience. D'accord. Brigitte, est-ce qu'il y a des questions de nos internautes ou pas? Excuse-moi, Véro. Non, pour l'instant, pas de questions. On a juste un petit coucou de Julien Rouge qui dit bonjour à toute l'équipe et on le salue également. Ok, parfait. Chris, on va revenir vers toi, on va parler du salon du chocolat. C'est un budget élevé d'organiser un salon du chocolat, ou en tout cas d'essayer de le faire revenir. Alors oui, ça représente beaucoup de travail et ça représente un gros budget entre la communication, la salle, puisque quand on loue une salle, bon, il y a l'infrastructure propre, mais il y a toute la logistique qui va avec, notamment en ces temps difficiles, suite aux attentats, en période de plan Vigipirate, on a besoin d'une sécurité efficace, on a besoin d'une sécurité incendie, on a besoin de gens qui vont gérer tout ce qui va être logistique, donc l'électricité, le nettoyage, enfin bref, tout ça. Donc ça demande un budget assez conséquent, effectivement. Et oui, voilà, je pense avoir répondu à ta question. Mais concrètement, ça veut dire, parce que le budget, c'est quoi? C'est du 50 000 euros? Ça veut dire pour le salon du chocolat de Perpignan, on va tourner autour de 40 à 50 000 euros pour cette première édition. D'accord, d'accord. Et donc, c'est au mois de novembre, c'est ça? Tu as les dates? C'est ça, ce sera les 28 et 29 novembre. Tu es sûr de tes dates? Alors... Ouais, t'as vu, parce que à la répétition, quand même, tu t'es planté, donc je préfère te redemander si tu es sûr. En cette période délicate, j'étais un petit peu passé à autre chose, donc à la répétition, effectivement, oui, non, mais je suis sûr de mes dates. On est sur le dernier week-end de novembre, et j'espère, malgré tout ce qui nous arrive, que d'ici là, ce sera derrière nous et qu'on pensera tous à nos fêtes et à nos familles en ces périodes. Alors, est-ce que tu peux, je sais pas, Véro, tu avais peut-être une autre question, je t'ai coupé, pardon. Alors, moi j'ai une question pour chacun en fait. Ah bah voilà. Cette fourchette, découpe, elle sert à maintenir fermement la pièce de viande au moment de la découpe. Mais on a besoin d'un couteau en complément. d'accord. Elle maintient la pièce de viande. D'accord. Magnifique. Merci beaucoup. Et ma dernière question, elle est pour Catherine. Alors Catherine, on te voit un peu comme une fée, comme un personnage un peu irréel, courant les bois. J'ai regardé tes tutos sur le net et j'ai appris plein de choses sur des plantes improbables. Par exemple, on le ramassait pour le plein à manger ou la planche, je savais pas que c'était bon au goût et que c'était bon pour la santé. Alors il y a toute cette partie-là, et puis il y a une partie où on a l'impression que tu n'as aucune limite, quoi. T'as pas de frein. Tu nous mélanges les huîtres avec des trucs asiatiques, tout est bon, quoi. Toi, c'est la cuisine, on a l'impression en liberté totale, quoi. Oui, en fait, le principe, il est là, c'est que en cuisine, la créativité, elle ne doit pas avoir forcément de limite, il suffit juste d'allier les bons aliments et les bons éléments ensemble, et puis de respecter certaines cuissons, et puis aussi respecter les aliments. Et en fait, effectivement, on peut faire beaucoup de mariages, c'est comme pour tout. En fait, il suffit simplement de les aimer, les produits, et de bien savoir les mélanger pour que ça fasse toujours quelque chose de magnifique. C'est pareil pour tout. Ah, c'est mariage pour tous chez les végétaux.
Voilà, exactement. De toute façon, ce sont des produits qui viennent de la nature de la même façon. Et il est vrai qu'on peut très bien, on a peu l'habitude de manger des huîtres autrement que crues ou gratinées. Et en fait, c'est dommage parce que c'est un aliment qui est très différent lorsqu'il cuit et qui a énormément de saveur aussi. Alors Catherine, si les gens veulent prendre contact avec toi, est-ce que tu as une page Facebook, un site internet? Parce que je rappelle que tu es quand même traiteur, non? Oui, nous avons une page Facebook qui est Chef de Taux. Voilà, en ce moment, avec le confinement, c'est un petit peu compliqué pour tous. Ouais, Nous avons mis en place... Comment ça se passe? Comment ça se passe justement quand on est traiteur et qu'on livre toujours ou pas? Alors nous, depuis quelques jours, nous avons décidé de faire de la solidarité avec ma fille. C'est-à-dire qu'on estime que les ostréiculteurs ont aussi besoin de nous comme nous avons besoin d'eux. Puisque nous transformons leurs vitres, parce que nous ne sommes pas producteurs de coquillages, nous sommes seulement artisans créateurs de recettes. Et du coup, on en a contacté un qui nous sert régulièrement et on lui a demandé s'il était intéressé pour faire des plateaux composés. C'est-à-dire qu'on sert, on vend des huîtres et des moules, parfois dans le plateau vertes, fraîches. Et à côté, nous mettons des tilleuls à base de poulpe que nous confectionnons, mais on peut en faire aussi à base d'huîtres, et des croustinades que nous farcissons avec donc des huîtres, des crèmes d'huîtres au poireau, des poulpes, on fait des acras de morue, et ça permet que tout le monde y trouve son compte et puis apprécie le plateau. Et puis aussi, ça permet de faire vendre aussi les huîtres aux ostréiculteurs. Oui, bien sûr. Alors je rebondis sur quelque chose parce que tu as dit que là c'est la période de confinement, il y a des gens qui ont des jardins et que toi tu es quand même la reine parce que tu cuisines avec des plantes sauvages. Donc les gens qui ont des jardins là en ce moment ils sont tous en train, ça fait déjà un petit bout de temps qu'il n'y a plus de mauvaises herbes chez eux. Maintenant il faut attendre que ça repousse. Mais est-ce qu'ils peuvent, comment on sait que par exemple cette herbe là elle est comestible au niveau du commun des mortels, je veux dire? Oui, alors c'est pour ça que justement sur Je suis né à 7, qui est le groupe de Hugues Barthès, par son initiative, il nous a donc demandé, il a réuni autour de lui quelques professionnels et puis des personnes aussi qui ont des passions pour pouvoir animer des petites vidéos tous les jours sur le groupe Je suis né à 7. Alors pour moi, la partie que je présente, ce sont des vidéos avec des plantes sauvages qu'on trouve en garrigue ou même dans son jardin. Effectivement, il faut éviter de passer les tondeuses à l'heure actuelle et laisser pousser, même dans la pelouse, on trouve soit du rumex, des épinards, on peut trouver des blettes, on peut trouver de la fumeterre, on peut trouver beaucoup de plantes qui, en fait, sont ou comestibles ou bonnes pour la santé. Et surtout, en ce moment, il y en a beaucoup qui sont bonnes pour les bronches. Et c'est hyper important quand on sait que le coronavirus, il attaque souvent les bronches. Et chaque période dans la nature, ça fait qu'il y a des plantes qui sont utiles parce qu'on en a besoin. À ces périodes-là, on attrape souvent des rhumes, on attrape souvent des problèmes de bronchite. Donc, on a des plantes qui servent à ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des Sétois qui nous regardent en ce moment, mais en tout cas, mes amis Sétois, sachez que vous pouvez poser des questions et qu'on, bien sûr, grâce à notre amie Brigitte, on vous les donnera. Chris, je vais te redonner la parole pour le salon du chocolat, mais surtout sur un petit conseil en période de confinement. Est-ce que tu aurais un truc ou une petite recette là pour les mamans et les papas qui sont coincés chez eux avec les enfants à base de chocolat, mais un truc simple, vite fait, facile à faire? Un truc simple, vite fait, facile à faire, oui, on peut faire des fondants au chocolat, c'est pas bien compliqué. Ça nécessite juste un petit peu de farine, un petit peu de cacao, pas grand chose. Et c'est très bon. Sinon, j'ai fait un tuto sur le flan pâtissier il n'y a pas longtemps que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Sortilège Gourmand. À fond la pub, à fond la pub. Non, mais c'est bien. Et en plus, tu as quoi? Tu as une chaîne YouTube, un Facebook, tu as quoi? Ah, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un Facebook Sortilège Gourmand, un Facebook Chris le meilleur pâtissier, j'ai un Twitter, j'ai un site internet en préparation sur lequel on peut déjà aller s'inscrire, laisser son adresse mail pour être tenu au courant quand il va ouvrir. Enfin, j'ai tout ça. T'as la totale, quoi. Voilà, on essaye. Alors, on repart du côté de Nantes avec Christine. Voilà les premiers-nés de cette série 2019. Chocolat Calamansi, mon préféré. Je vous expliquerai prochainement ce que c'est que le Calamansi pour ceux qui ne connaissent pas encore. Vous pourrez l'écouter. Voilà.
Je vais vous mimer, puisque je m'excuse, je n'ai pas préparé de côte de bœuf. J'en ai pas tout le temps sur moi. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un outil vraiment dédié à la découpe des grosses pièces de viande. À partir de la taille d'un magret de canard, vous allez pouvoir maintenir fermement la pièce de viande à découper grâce à la forme de poignée et puis aux deux pics, et puis découper facilement votre pièce de viande. Et la petite dent du milieu, elle sert à enjamber l'os de la côte de bœuf ou du gigot par exemple. Donc voilà, un magret de canard, un gigot, un rôti, un poulet, toutes les grosses pièces de viande, voire même un homard, pour couper en deux un homard, ça fonctionne très très bien également. D'accord. Et donc on la présente soit sur une petite pièce de bois qui est fabriquée pour nous par des travailleurs handicapés dans un ESAT, et puis donc vous mettez dans les petits godets sel, poivre par exemple, ou des épices pour égayer, ou bien sur une pièce en inox où elle est présentée en lévitation, voilà, plus à destination des professionnels, puisque le tout est inox, et donc le tout passe au lave-vaisselle, et donc ça simplifie le nettoyage. Et tout ça pour la modique somme de 99 € TTC, hop, dans son coffret, et on démarre à 79,90 sur notre site internet tridence.fr. Il y a des réductions pendant le confinement ou pas? Alors, à partir de demain, je vous offre les frais de port. Voilà. La vache. Mais on va faire télé-shopping ici, ça va être génial. Exactement. Et je me limite à une sortie par semaine pour respecter le confinement. Voilà, c'est pas un outil, ça fait pas partie des indispensables non plus. C'est pour se faire plaisir, donc je limite mes sorties à une fois par semaine. D'accord. Alors je me disais, est-ce que vous n'avez pas réfléchi, parce qu'on a quand même un pâtissier avec nous, à essayer de travailler, et pourquoi pas avec lui, sur un outil qu'il pourrait utiliser en pâtisserie? Alors, on n'est pas rendu là dans notre réflexion, mais pourquoi pas, on ne sait pas où l'avenir va nous mener, donc pourquoi pas. Chris, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y aurait un outil qui te faciliterait un petit peu la vie? Bah écoute, c'est à réfléchir. Là, comme ça, c'est vrai que je me sers pas beaucoup de fourchettes, moi, en pâtisserie. Mais pourquoi pas y réfléchir et développer quelque chose? Oui, ça mérite réflexion, en tout cas. D'accord. Et bien, de toute façon, vous aurez les contacts des uns et des autres. Seb, es-tu là, dans ton jardin? C'est Brigitte, regarde. Ah, pardon, Brigitte. Vas-y, Brigitte. Qui s'affole. Non, je ne m'affole pas, t'inquiète pas. Nous avons un fan du Trident, c'est Marc Souchet, qui dit que c'est un produit qui dure dans le temps et il a l'air vraiment fan de l'objet. Ah, merci. Merci. C'est un beau témoignage. Ça fait très plaisir. Tu connais On est sur de la qualité made in France, donc effectivement, Mais c'est important, increvable. Mais c'est très important, et je pense que même le confinement va changer certaines mentalités chez les gens, non? Qu'est-ce que tu en penses? Avec grand plaisir. Nous, on a travaillé uniquement dans ce sens-là. On est convaincus par le Made in France, la production française le plus locale possible. Donc, on serait très heureux de ça, puisqu'on en est nous-mêmes convaincus. Parfait. Et toi, Chris, qu'est-ce que tu penses, je ne vais pas dire qu'est-ce que tu penses du confinement, mais tu penses que ça va changer un petit peu les mentalités des gens, que les gens vont plus aller sur du local par rapport à la future ouverture que tu vas faire? Bah écoute, je l'espère, moi c'est déjà mon credo en tout cas, je travaille des fruits de saison, je les prends en local, je prends un maximum de choses locales et moi je suis vraiment pour le commerce local, que ce soit parce que c'est éco-responsable, mais aussi parce que je pense qu'il faut faire travailler son petit artisan, c'est là qu'on retrouve une plus-value dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on mange. Donc j'espère que ça va nous amener à réfléchir, parce que c'est important je crois pour l'avenir. Et toi Catherine? Le chocolat sans mettre... Le chocolat, c'est pas local, c'est jamais local. Il vient d'où ton chocolat? Ah, mon chocolat, effectivement, il n'est pas local. On ne peut pas faire pousser le chocolat ici. Moi, j'en utilise un petit peu partout. J'en utilise du Venezuela, de l'Équateur. J'utilise pas beaucoup de Côte d'Ivoire parce que c'est pas un chocolat que j'affectionne particulièrement pour tout un tas de raisons, mais il vient d'un petit peu partout. Le chocolat, effectivement, mais il n'est pas local. Non, on peut pas tout avoir en local. Surtout les fêtes de chocolat, quoi. Qu'est-ce que tu... Catherine, est-ce que tu es encore avec nous ou pas? Oui, je suis toujours là. Ah, alors,
Toi, je suppose que c'est du 100% local. Qu'est-ce que tu penses de ce qui nous arrive aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ça va faire un petit peu changer les mentalités, que les gens vont prendre plus le temps de réfléchir, plus le temps de se dire, bah, on a des trucs à côté de chez nous, et c'est vrai qu'il n'y a que maintenant qu'on s'en rend compte, alors qu'il y a 10 ans, on pouvait très bien s'en rendre compte. Oui, et on voit même sur Facebook des personnes qui ont créé des pages pour des marchés solidaires pour justement que des producteurs ou des personnes comme nous, on n'est pas producteurs, mais voilà, on n'est pas revendeurs non plus, puisqu'on crée nos propres recettes, justement pour pouvoir vendre au plus près, mais il faut aussi qu'on puisse le faire. Donc nous, on a pris ce parti d'aider et de pouvoir livrer, parce que beaucoup de personnes aussi ont peur d'aller dans des points de vente. Et même aussi, quand on livre à certains endroits, il faut encore sortir de chez soi pour venir chercher la livraison. Donc nous, on a pris le parti d'aller livrer même chez le client. Les huîtres, en ce moment, c'est un peu compliqué. L'aglo fait une grosse publicité car ça grossit une huître. Et malheureusement, ça risque d'atteindre la taille qui, moi, m'intéresse, mais n'intéressera sûrement pas les personnes qui ont l'habitude de les consommer. Alors, je pense que nous allons avoir un chef de taux à jouer un rôle là-dedans, parce que nous transformons justement le coquillage. Et je pense que ça va permettre, quand on est un petit peu, entre guillemets, dans la merde, on est là. C'est-à-dire que les producteurs sont là, les gens ne laissent pas tomber, et on reste fidèle au fait que notre travail, c'est justement la proximité et de pouvoir donner quand on en a besoin. D'accord, parfait. Je vais revenir vers Seb parce que les huîtres, figure-toi que on en a. J'ai filmé une recette avec Sébastien, avec une huître qui était grande comme un steak, comme un steak de cheval, un truc de fou. J'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que si on devait la gober, celle-là, c'est impossible de la gober. On s'est demandé comment on allait la manger. Seb, tu te rappelles de cette recette qu'on a filmée ensemble? Ouais, je me rappelle, c'est clair. C'est vrai qu'elles étaient énormes, ces huîtres. Tu peux nous en parler? On avait fait un tartare avec du kiwi et des agrumes. Et puis tu avais fait ça et c'était super sympa. Tu avais fait des petites boules de vinaigre qui venaient de chez Cyril. Des boules de vinaigre avec il y avait du citron, du vinaigre. J'avais fait des petites bulles, des petites boules qu'on avait rajoutées après par-dessus sur ce tartare et c'était super prêt. C'était sympa. Alors on parlait chocolat tout à l'heure, alors on parle d'huîtres, on parle de chocolat avec Chris, on parle d'ustensiles. Est-ce que par exemple, toi le roi du barbecue, parce qu'on ne va pas rappeler ton palmarès, parce qu'on n'arrive même pas à le rentrer dans les sous-titres tellement c'est impressionnant, est-ce que toi, parce que lui Chris, je suppose que quand il cuisine le chocolat, il a tous ses fours, ses machins, ses trucs, tu vois. Toi tu fais tout au BBQ. Et toi, tu es capable de faire une recette à base de chocolat au barbecue? Eh bien, je l'ai déjà fait puisque j'ai fini 3e au championnat de France de barbecue j'avais fait un café gourmand où il y avait un brownie au chocolat, il y avait un petit cookie avec du chocolat également. Donc la preuve qu'on peut faire aussi du chocolat au barbecue, oui, il n'y a pas de problème. Chris, qu'est-ce que tu en penses du chocolat au barbecue? Ça te tente? Bah écoute, oui, d'ailleurs on discutait avec Seb de faire une recette ensemble au barbecue justement, donc il y a quelques jours. Donc on va se tenter ça parce que ça m'intrigue moi. Ah mais ça c'est intéressant. Alors vous voulez faire quoi? Une recette pendant cette période de confinement, chacun chez soi à distance, et après pourquoi pas faire voter les gens pour celle qui est plus, on va dire, visuellement parlant sympa, ou plutôt après le confinement vous retrouvez, inviter notre équipe à faire... à filmer vos recettes et à en faire profiter les gens? Bah écoute, on n'a pas encore défini exactement les modalités de ce qu'on veut faire, mais parce qu'on a vraiment évoqué le sujet, quand je te dis il y a quelques jours, c'était il y a peut-être 2 jours, mais on va y réfléchir sérieusement, ouais. Bon ben c'est cool, au moins le confinement sert à quelque chose. Ça peut être sympa. Christine, la reine du Trident. J'ai une remarque là. Oui. J'ai une remarque de Julien Rouge qui s'adresse à Seth. Il lui dit qu'il a raté son burger au gingembre, qu'il l'a cramé. Et il te demande la recette pour ne pas le cramer. Alors déjà, moi j'ai appris quelque chose au lycée que mon prof m'a toujours dit, quand c'était noir, c'était cuit. Donc on part déjà sur un bon principe, il était cuit. Bah, après,
il a qu'à arrêter de parler à côté et puis surveiller la cuisson, puis du coup, il ne sera pas cramé. Ouais, je pense qu'il a dû parler à une de ses marionnettes, hein, pour les gens il est toujours en train de parler. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est Julien Rouge, c'est un ventriloque de Montpellier. Voilà. Sébastien, tu as peut-être... Vas-y, oui. Je vais proposer peut-être à Catherine de continuer sa recette. Bien sûr. Parce qu'on arrive vite aux 3 quarts d'heure et la pauvre, il faut qu'elle finisse, au moins qu'on puisse goûter. Allez, bien sûr, vas-y. C'est parti. Ça va être compliqué. Alors, goûter, je ne sais pas, parce qu'il va falloir encore faire cuire. Donc, j'expliquais que j'ai mis des huîtres que j'ai fait pocher et mixer à l'intérieur d'une casserole dans laquelle aussi j'ai mixé des blettes sauvages et du plantain après les avoir fait cuire dans de l'eau et des petites vermicelles de riz. À la suite de ce, j'ai pris donc une feuille de brique. Vous pouvez aussi le faire avec une feuille de riz parce que pour ceux qui sont allergiques et que moi je ne mange pas de gluten, je fais surtout avec des feuilles de riz. Mais là pour aujourd'hui j'ai fait une feuille de brique. Une amie à Brigitte, voilà. Sans gluten. Voilà, c'est ça. Moi, je mange sans gluten. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est que je mets toute cette préparation dans la feuille de brique. Et puis, je vais tout simplement rouler le nem. Je vais vous le montrer une fois que j'ai terminé. Parce que c'est un peu compliqué, là, avec la caméra, de pouvoir la retirer. Et donc, vous roulez le nem, tout simplement, pour pouvoir, donc, après, le mettre, voilà, à la cuisson. Ensuite, vous le faites cuire dans de l'huile d'olive et vous pouvez le déguster avec soit une sauce sucrée-salée, soit avec une sauce nem, si vous préférez. Voilà, ça c'était mon recette que j'ai fait avec des huîtres et que nous vendons aussi sur notre page Facebook avec des sushis à base d'huîtres pochées et des maquites qui sont aussi à base d'huîtres. Alors, est-ce que les gens peuvent réaliser cette recette chez eux ? Oui, non ? Oui. Est-ce que, oui, bien sûr. alors, est-ce que ce qui pourrait être sympa, c'est que tu envoies par mail à Sébastien, puisque c'est lui qui programme cette émission-là, et que tu lui écrives ta petite recette, que nous, on puisse après le partager sur HTV Le Live pour que les gens puissent tenter l'expérience de faire ça et puis voir que peut-être une autre semaine, inviter une autre personne qui a testé ces rouleaux de printemps aux huîtres pour voir ce que ça a donné comme résultat. Sébastien, je reviens vers toi. Alors, regarde, je crois qu'il y a Véro qui a une petite question. Ah, parfait. Oui, parce que moi j'ai l'écran derrière. Vas-y, Véro. Alors, non, c'était pas une question, c'était une remarque. Moi, je suis allée me promener sur la page Facebook de Catherine et je vous encourage à y aller parce que tu disais tout à l'heure, Willy, mais quelles plantes, mais comment, mais est-ce qu'elles sont bonnes ? Catherine fait des tutos absolument magnifiques avec toutes les plantes qu'elle trouve autour de chez elle. Et si déjà on regarde ceux qui sont déjà faits, on apprend plein de choses. Alors comme je vous entendais pas le dire, j'ai eu envie d'intervenir pour préciser ça parce que c'est vraiment intéressant. Eh bien, merci Véro pour cette petite remarque. On refait un petit tour de table, Catherine. Le mot de la fin pour toi, Catherine. Comment tu as vécu cette expérience, on va dire, Skype vidéo live? Alors, comme ça, un live Skype vidéo, c'est la première fois. Bon, je connais un peu le principe d'être filmé puisque j'ai participé à un dîner presque parfait et j'ai fait Masterchef. Donc, je connais un petit peu comme Chris la façon dont on travaille avec la télé. Voilà, j'ai aussi participé à midi région en France à Météo à la carte où j'ai présenté les moules farcis parce que je fais aussi les recettes de la région et je m'amuse souvent, c'est à revisiter. Donc ouais, moi j'adore, c'est sympa, ça permet encore une fois le partage, ça permet de trouver des idées parce que Chris, je lui lancerai un challenge, j'ai fait des huîtres sucrées. Et donc je lui montrerai ce que j'ai fait en sucré. C'est pas facile, mais on fait du caramel qui est aussi comme du beurre sucré salé. Et bien, il faut aussi arriver à travailler l'huître en sucré. Alors c'est pas évident parce que je l'ai fait avec un caramel de noisettes. Catherine, il nous reste plus beaucoup de temps. Catherine, je suis désolé, je suis obligé de passer à Chris directement. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. En tout cas, une huître en dessert, ça peut être original à voir. Chris, le mot de la fin pour toi?
Écoute, moi j'ai bien aimé participer à cette petite émission. Je vous donne très très rapidement la recette des moelleux que je vous ai donné tout à l'heure. C'est très rapide, vous prenez 3 œufs, vous les mélangez avec 110 g de sucre semoule très légèrement au fouet. Vous faites fondre 100 g de chocolat noir à 70% avec 90 g de beurre. Vous mélangez ça dans vos œufs, vous ajoutez 35 g de farine tamisée, une cuillerée à café de cacao amer et une cuillère à soupe de lait. Ensuite on verse ça dans des moules, des petits ramequins individuels qu'on met au congélateur, on les beurre et on les farine, ça c'est très important. Vous les mettez au congélateur et ensuite vous ferez cuire ça 25-30 minutes selon votre four à 200 degrés quand ce sera congelé. Comme c'est congelé à l'intérieur, ça cuira moins vite qu'à l'extérieur, vous ne pouvez pas le rater, ça restera coulant dedans. Et puis on rappelle qu'en actualité, c'est le retour du Salon du Chocolat de Perpignan. Les dates 28 et 29 novembre 2020. Et puis l'ouverture prochaine d'un restaurant. Non, toujours pas d'un restaurant. Toujours pas, ouais. Non, mais ça, je veux pas l'imprimer, ça, je veux pas l'imprimer. Ouais, moi je fais pas de cuisine. D'une pâtisserie, pardon. Chocolaterie. Allez, j'y suis, c'est bon. Merci, Chris. Direction Nantes avec Christine Papin, le Trident. C'était très chouette de rencontrer virtuellement toute l'équipe et puis les autres invités. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on va rentrer dans le mois du taureau. Donc pour les anniversaires, ça peut être une chouette idée de cadeau. Et on vous propose de faire graver à l'arrière, ici, donc soit un message personnalisé, soit un prénom pour offrir à une personne. Ou bien sur le socle en bois, il y a un espace également ici qui peut être gravé d'un message personnalisé ou d'un prénom. Et tout ça, c'est disponible sur notre site. Donc voilà, ça peut être une idée cadeau. Eh bien écoute, parfait. On va mettre toutes ces informations sur HTV le live via Sébastien qui va nous faire ça super bien. Sébastien, je vais passer le mot de la fin pour Véronique parce qu'elle a participé. Véro, ton petit mot de la fin, mais il faut vite conclure. Hein. Ah non, mais moi je suis ravie d'assister et de participer aux émissions de Sébastien parce qu'à chaque fois je me régale. Là, je vais aller me jeter sur du chocolat parce que j'ai pas d'huîtres. Je trouve que ça fonctionne bien de se donner envie avec une émission. Brigitte, le petit mot de la fin. Bon, on sait pas beaucoup de questions, mais en tout cas des bonnes remarques. Je félicite Catherine de faire toutes ces recettes sans gluten parce que je suis moi-même sans gluten et c'est pas facile de trouver des restaurateurs qui pensent à nous. Merci à tous. Merci, le mot de la fin revient à Monsieur Sébastien, notre chef Toqué Burger. Alors, moi, le mot de la fin, déjà, je remercie tout le monde. Et j'ai un petit truc pour Chris. Pourquoi pas faire un trident au chocolat pour le salon de chocolat? Alors, par contre, c'est complètement possible, Sébastien. Et voilà. Bon, mais c'est parfait. Ouais, à tester. Et même peut-être. Et ben alors là, justement, on a déjà discuté, donc on va voir. Eh bien, écoutez, il est l'heure de nous quitter. Je vous remercie beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine à la table de Seb. Et cette fois-ci, nous serons en direct live de la Polynésie. Bravo Seb, merci à toi, merci à vous tous invités. Merci. Et rendez-vous, bien sûr, j'espère que le contact, vous le garderez. En tout cas, nous, on le gardera avec vous. Prochaines émissions à découvrir, vous pourrez revenir, bien sûr, et y participer sans aucun problème. Demain, c'est une nouvelle émission, c'est le magazine Demain avec Brigitte Nézus qui, elle aussi, a prévu une belle brochette d'invités. Je vous dis à demain, en tout cas moi, je serai toujours là à partir du 17h. Salut, bye bye.